la place que le email marketing a, je te dirais, ça dépend des e-commerce, ça dépend des business, ça dépend des secteurs d'activité. Mais généralement, souvent, nous, on va faire de la revue de email marketing, puis de email en fait, puis on va conseiller des clients sur comment ils devraient tourner, exemple, leurs phrases, comment ils devraient mieux structurer leur email, comment ils devraient changer leur titre, peu importe. Puis on va les coacher vraiment plus du point de vue stratégique. Fait que, tu sais, nous, on fait pas, mettons, de rédaction d'infolettes, là, tu sais. On va vraiment les aider, faire de la révision, s'assurer qu'il n'y a pas de problème et tout. Mais je te dirais, en ce moment, si, mettons, j'avais à faire une somme, à peu près 15% des revenus viennent du email marketing, de nos clients. Okay. Fait que c'est pas à négliger parce que du email marketing, ça coûte ça coûte pratiquement rien. Là, c'est très négligeable. Là, si t'envoies... mettons, si ton MailChimp te coûte 150$ par mois, tu envoies 4 infolettes par mois, t'es rentable. Ouais, là, ça dépend. Je me rappelle pas des prix de MailChimp à la base. Je pense mais ça dépend de combien que... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme une trentaine de piastres. Là. Mais c'est sûr c'est rentable. C'est sûr c'est rentable. Faut juste que tu le fasses bien, correctement, puis que tu analyses aussi ta data après l'envoi. Que tu vois qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Fait que, première étape, si tu envoies du email marketing, écoute, je suis pas le meilleur au monde au niveau email marketing, mais utilise des fonctions pour A/B tester au moins tes titres. Je veux dire, c'est la base. Tu commences à envoyer à 10% Le problème avec les tests A/B sur les titres, c'est que ça te prend une grosse liste. Ouais, la plupart des gens n'ont pas la liste nécessaire pour faire le test A/B. Ouais, c'est clair, mais je pense en même temps, si tu optimises même sur une liste, mettons, de 1000 courriels, ben ça fait quand même une différence au bout du compte, parce que si tu as 30% d'ouverture de plus dans un des titres, tu vas aller chercher beaucoup plus de visibilité. Moi, je pense que t'as jamais un trop petit échantillon, je pense, pour bien faire. C'est sûr, si t'as 50 emails, là, commence pas à utiliser, là, mais moi, je pense que c'est toujours bon. T'sais, pour le temps que ça va te prendre de plus pour faire la période. Ça ne prend pas de temps de plus. Mais moi, la façon que je le vois, c'est parce que, mettons que tu as 1000 personnes sur ta liste, genre, comme ta marge d'erreur est comme tellement élevée que c'est sûr que tu n'es pas capable de déterminer un gagnant. Même s'il y en a un des deux qui a eu 100% de plus d'autoclics, ça se peut que ça c'est quand même le hasard, simplement, qui a fait en sorte que celle-là a eu plus d'autoclics. Mais ce que ça fait, c'est que ça répartit, en fait, les chances de tu sais, c'est comme si à la place de te prendre un billet d'auto, tu prends 2 billets d'auto. Fait que tu sais, ça dilue un peu les risques. Puis ça fait en sorte que si t'en as un des deux qui est vraiment meilleur, mais là au moins, tu sais, t'en as un des deux que t'as pogné le jackpot, puis l'autre, s'il est correct, ben, tu sais, c'est quand même pas si pire. Ouais. Mais en tout cas, 15%, c'est pas mal le chiffre que je vois un peu partout sur Internet, des gens qui commencent à faire du email marketing. Mais l'affaire, c'est que j'ai fait un sondage il y a 2 ans sur le email marketing. Et ce que je me suis rendu compte... Les sondages à Olivier. Le sondage à Olivier. Non, j'avais été chercher, je pense, c'était 850 personnes qui donnaient leurs chiffres, qui donnaient leur taux d'ouverture, leur taux de clic. Puis ils disaient, est-ce que c'est rentable pour moi, est-ce que c'est pas rentable, puis ils donnaient leur fréquence d'envoi. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens qui envoient des courriels à tous les jours, eux autres, là, ils disent tout le monde. Ils disent tous qu'ils ont genre un très très bon ROI là-dessus. Puis quand je parle avec des marketeurs, la première chose qu'ils vont dire, c'est genre, comme, oui, tu vas peut-être écœurer un peu le monde, mais aussitôt que tu envoies des courriels à tous les jours, tu vas instantanément quadrupler tes revenus que tu vas faire avec ta liste. Mais on est vraiment frileux au Québec à cause de la loi C28. On ne veut pas se faire taper dessus par le gouvernement, on ne veut pas se faire... À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous écrit pour nous dire... Qui rentre officiellement en vigueur en juillet 2017, là, ça va être officiellement appliqué puis tu vas pouvoir être condamné. Là. Je vais pouvoir, mettons, si tu me tends avec ton infolette, te poursuivre. Là, c'est les particuliers qui vont pouvoir poursuivre. Les compagnies, c'est juste le CRTC. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est, en tout cas, c'est une autre histoire. Ouais, c'est un autre dossier, on rentrera. Désolé de couper le flow de cette entrevue. Je veux juste faire une mise au point. La loi C28, la partie qui donnait le droit aux particuliers de poursuivre des compagnies, a été complètement enlevée de la loi et ça ne rentrera jamais en vigueur. Donc, vous pouvez simplement oublier les 10 dernières secondes que vous venez d'entendre. OK, on retourne à l'entrevue. OK, fait que mettons là que moi, je vends des balais. Alright? J'ai une maudite belle, comme j'ai des maudits bons balais. Je trouve que mes balais sont vraiment bons. Je veux en vente en ligne. J'ai pas encore le site, qu'est-ce que je fais? Fait que dans le fond, là, tu es en train de me dire que tu as pignon sur rue. J'ai pignon sur rue. T'es, mettons, Monsieur Ballet. Monsieur Ballet. Monsieur Ballet. Fait que là, je m'en vais sur Internet, je m'achète monsieurballet.com. Ouais. Première étape, deuxième étape.
Ben, moi, je pense que, premièrement, si tu vends des balais, nécessairement, tu sais qu'il y a un marché, tu sais qu'il y a un besoin. Ouais. Fait qu'il faut que tu identifies de quelle manière tu vas pouvoir vraiment bien le vendre. Moi, personnellement, si tu me disais, vends un balai demain matin, je dirais, ça risque de me coûter plus cher d'acquérir du trafic pour quelqu'un qui cherche un balai que, exemple, de le lister sur Amazon. Tu sais, c'est, mettons, la base. Tu sais, moi, je pense que si tu penses ta stratégie déjà à la base de développer, mettons, une solution e-commerce qui va pouvoir être linkée avec Amazon, qui va pouvoir être linkée avec eBay, ben, déjà là, tu vas aller chercher un market share. Ça, c'est sûr. Ensuite de ça, ben, je pense qu'il faut que tu détermines de quelle manière, mettons, toi, Monsieur Balai, en tant que Monsieur Balai, tu vois, on en a ri, mais tu vois, le branding serait bon. Tu sais, Monsieur Balayeur, je pense que ça existe, ce business-là. C'est à peu près la même affaire. T'sais. Ben, qu'est-ce qui va faire en sorte que quand quelqu'un va arriver sur ton site, il va faire ah, ok, c'est funny. Ou rendre quelque chose agréable de quelque chose de très banal. Je veux dire, acheter un balai, je veux dire, on le fait tout. Puis c'est plate. Moi, je ne pas sur mon balai. J'aimerais ça avoir un balai sur lequel genre, je serais fier de le montrer à mes amis. À ce moment-là, c'est d'avoir un produit qui se démarque. Pas juste vendre un balai. Là. Vendre un balai vraiment sur la coche de genre, il y a des poils très longs, puis il y a un smiley dessus. Ou je sais pas, ça serait d'être créatif, puis toujours d'identifier de quelle manière tu vas pouvoir te démarquer dans cette niche-là qui est le balai. Il y a vaguement sur les marketplaces. Ouais. Déjà, c'est un... Moi, je te dirais, je vendrais sur les marketplaces. Sinon... Après ta gorgée de bourbon. Je pense que... Il faudrait... Ben, le balai, c'est un exemple qui est quand même tough, là. Mais il y a des stratégies, peut-être moins avec le balai, mais mettons, je vais plugger quelque chose comme ça, là, mais mettons, les pages d'influence sur, par exemple, Instagram fonctionnent super bien. Mettons, tu m'avais dit, je sais pas, regarde une balle de baseball, ok? On va prendre un exemple d'une balle de baseball. Ben, tu pourrais très bien partir, mettons, une page Instagram puis l'agrandir par rapport à la thématique de baseball, puis jamais parler de ton produit. Jusqu'à temps que tu aies une certaine audience puis que tu sois devenu finalement un influenceur plus que juste une page. Puis qu'éventuellement, ben là, tu dis, telle balle de baseball en spécial, telle place, peu importe, ou il y a une promotion, il y a quelque chose d'intéressant, ben tu peux éventuellement, juste de par toi, ton commerce de, mettons, de baseball, juste ça parce qu'on a un client dans le baseball, là, mais mettons, juste de par le fait que tu connais beaucoup le baseball, que de toute façon, tu vois des images à chaque jour passer, que tu peux juste pousser sur Instagram, puis finalement aller générer de l'attraction, puis grossir, ben, éventuellement générer des ventes de par Instagram qui vont rentrer parce que à un moment donné, quelqu'un qui suit une page de baseball, qui voit des images de baseball, ben, ça y tente, ça y parle, puis éventuellement, à un moment donné, tu vas lui proposer quelque chose qui va tomber dans ses cordes. Elle va voir une balle de baseball des Blue Jays signée par X, puis ça me tente, clac, add to cart. C'est un peu l'objectif. Fait que ça serait une stratégie. Sinon, c'est sûr qu'il faut se prendre d'avance, là, dans le sens que... Oui, ça c'est du long shot. Faut que tu aies une page d'influence à propos d'un sujet. Fait que, mettons, quelqu'un qui a un emploi maintenant, puis que la personne a une passion, elle n'a pas encore d'e-commerce, mais la première chose à faire, ce serait peut-être de se faire un compte Instagram, une page Facebook, c'est ça. une page Pinterest, je suis rendu plus loin. Puis de commencer à publier du contenu pour être capable de commencer à créer une communauté autour d'un sujet qui la passionne, pour en prévision, dans 2 ans, avoir le levier nécessaire pour te partir une business, la rendre profitable rapidement. Oui, exact. Puis ça, je pense, dans cette optique-là, les groupes Facebook, là, c'est vraiment pas à négliger. Là. Il y a un très très gros potentiel. Là. Je regardais, moi, il y a un groupe que je suis qui est dans le domaine du barbecue, mettons. Là. Tout le monde s'échange des trucs, ok, comment faire mieux cuire le steak et tout. Puis à un moment donné, paf, tu vois une pub de barbecue passer. Tu te dis, coudonc, qui c'est qui est à la tête de ça finalement? En plus, la pub Facebook, bientôt, on va pouvoir cibler par groupe. Ils sont en train de tester ça à certains endroits dans le monde. Et puis ce qui est fun avec la pub, avec les groupes Facebook, c'est que tu es dans un groupe Facebook de barbecue, mais très certainement, tu achètes des choses en lien avec le barbecue. Tu as besoin d'une spatule. Démasqué. Tu sais, je veux dire, tandis que si tu fais juste liker une page de barbecue, est-ce que tu es beaucoup moins engagé? Là, ça peut être n'importe qui. T'es moins engagé, c'est clair. Parce que là, c'est différent. Tu es rentré dans une communauté. Fait que moi, je pense que créer un groupe, nécessairement, tu rentres quelques amis au début, puis tu commences à avoir des interactions. C'est sûr que créer une communauté autour d'un balai, c'est quelque chose qui peut être tough, mais en même temps, tu peux quand même trouver d'une manière ou d'une autre du contenu viral sur Internet qui va faire rire le monde en lien avec le ménage. Mettons, puis finalement, tu vas être capable de pousser ton brand. Va chercher le vidéo, mettons, du gars qui a fait une niaiserie dans son salon, mettons, réutilise le contenu, donne les credits de la personne qui l'a fait, mais publie ton stock, puis ça va te permettre d'aller chercher de l'intérêt, d'aller chercher des gens qui vont voir ton produit, puis tu sais, d'utiliser le levier de la viralité
je pense que c'est une très bonne avenue en ce moment. Puis pour vendre des balais, ben, ça pourrait bien marcher. Puis l'autre chose aussi que je vois qui pourrait commencer à être intelligent à faire, mettons que tu n'as pas encore ton commerce en ligne, tu veux en prévision, ok oui tu peux te partir d'une page d'intérêt, mais non seulement ça, mais je pense que le blog, la création de contenu indexable et recherchable, ça peut être une très bonne façon de planifier ta domination mondiale. Dans le sens que, tu sais, comme quand j'ai commencé mon blog, je parlais de développement personnel. Tu peux aller regarder mes premiers articles. Là, je parlais genre de... Mais c'est comme ça que je suis devenu entrepreneur. Je te lisais, puis... Moi, j'avais aucunement... comme, je voulais pas me faire de business. Je voulais pas parler de marketing. C'est juste 1 an plus tard que là, je me suis dit, ben, je vais me trouver une niche, puis ça va être avec ça que je vais me trouver une job. Ouais. Puis ensuite ça, j'ai eu ma job, j'ai continué à publier sur mon blog. Et puis là, ça s'est transformé en business. À cause que, over time, ça a développé du trafic puis de la crédibilité sur Google. Puis je pense que si tu parles de n'importe quoi, tu sais, le marketing, c'est une niche qui est excessivement compétitive. Là. Ouais. Tout le monde, c'est des professionnels du référencement. Là. Fait que te positionner sur un mot-clé, c'est difficile. Mais dans le tranché, il y a des membres qui commencent à parler de sujets qui sont beaucoup moins comme populaires, entre guillemets, mais pas populaires, mais dans le sens qu'il y a moins de gens qui se lancent. Tu sais, dans le sens que tout le monde a besoin de balais, mais qui va écrire sur des balais? Ouais, comme personne. Ça. Genre, comment définir qu'est-ce qu'un très bon balai? Tu sais, la longueur des brins ou peu importe, mais tu sais, écoute, ça, je pense que c'est un point intéressant, puis je voulais amener un exemple qui était concret. Ouais, ça va aller mieux d'avoir un autre exemple que Monsieur Balai, parce que... Écoute, t'as-tu déjà magasiné pour des senseurs de force de frappe dans des gants de boxe? T'as sûrement jamais magasiné pour ça. Jamais, je savais même pas que ça existait. On a un client chez nous qui s'appelle Hyxo, c'est H-Y-K-S-O. C'est une très belle startup qui est basée en Californie en ce moment, qui a été fondée par 500 Startups puis Y Combinator. Puis ils sont rendus à un certain stade où maintenant, quand tu tapes, exemple sur Google, mettons Box Tracking Sensor ou Box Training System, whatever, ben, ils vont toujours se ranker dans les premiers parce que tout le copywriting du site a été pensé en fonction des search queries des users. En fait, des potential customers. Fait que quand vous écrivez votre contenu, là je parle à tous les gens qui nous écoutent, quand vous écrivez votre contenu, faites pas juste décrire votre produit. Pensez à c'est quoi les questions qu'une personne qui aurait un potentiel d'achat devrait se poser finalement. Je veux dire, le balai, là, est-ce qu'il est hypoallergène? Je donne un exemple, je dis n'importe quoi, mais y a-t-il des questions auxquelles on pourrait trouver réponse dans la page, puis indique-le dans la page. Puis utilise aussi des outils comme le Keyword Finder, mettons. Va voir, y a-t-il des gens qui cherchent pour certains trucs. Des fois, il y a juste la différence d'un mot peut faire toute la différence, parce qu'il y a des mots, balai ou un chasse-poussière, mettons. Là, personne n'utilise ça, chasse-poussière, mais si toi dans ta tête tu dis que c'est un chasse-poussière, mais non, c'est un balai le terme qu'il faut que tu utilises, ben, avec le Keyword Finder, tu vas être capable de savoir. Google Trends aussi peut vraiment aider à anticiper des trends.